Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents dans cet amphithéâtre. Alors bientôt rempli, le plein va attirer le plein. D'autant que nous avons ce matin, ce soir, une table ronde tout à fait d'actualité. Vous savez le thème, sécurité générale vers une nouvelle architecture, point d'interrogation. C'est évidemment une question capitale dans le contexte géopolitique que nous vivons aujourd'hui. Alors cette session de travail va durer un petit peu moins d'une heure, mais nous allons, après le débat instauré ici même sur scène, vous donner la parole. Alors je m'adresse également à celles et ceux qui nous regardent en direct derrière leur écran, à domicile, partout dans le monde. C'est la merveille de la technologie aujourd'hui. Malheureusement, vous qui nous écoutez derrière, eh bien, vous ne pourrez pas poser de questions, mais la salle, elle, pourra intervenir. Nous nous ménagerons quelques minutes de précieux temps à la fin pour échanger. On ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions et je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser, mais il suffira de vous manifester. Je rappellerai la règle du jeu tout à l'heure, il faudra être concis, vous présenter et vous pourrez échanger parce que c'est évidemment l'occasion avec ce panel très intéressant aujourd'hui. Alors je ne vais pas en dire plus parce que Laurence Boone, qui est l'autre côté, bonsoir Laurence, merci d'être là, que je ne présente plus, membre du cercle des économistes, et puis, faut-il le rappeler, Laurence Boone, ancienne ministre en charge des affaires européennes, parmi d'autres titres prestigieux, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Laurence va introduire le sujet dans un instant. Je vous présente auparavant les autres invités. Bastian Gegerich, qui est directeur général de l'Institut international d'études stratégiques. Dans les années 2010, vous avez travaillé pour le ministère fédéral allemand de la Défense. Joshua Jokela, directeur du programme de recherche sur l'Europe et la concurrence stratégique à l'Institut finlandais des affaires internationales. Et vos travaux, monsieur, ont porté notamment sur les politiques de sanctions de l'Union européenne, l'européanisation de la politique étrangère. Donc on est vraiment au cœur de l'actualité. Heidi Krebs-Rediker, merci madame d'être avec nous. Vous êtes membre principal du Conseil des relations étrangères basé à New York. C'est un groupe de réflexion américain qui est axé sur la politique étrangère des États-Unis et les relations internationales. Vous avez également été conseillère d'Hillary Clinton et puis en 2020, et là je parle sous votre contrôle, vous avez constitué et dirigé l'équipe chargée de la politique économique internationale du candidat Joe Biden. Nicolas Dubourg est à votre gauche. Nicolas Dubourg, associé fondateur et président d'ISALT, pour investissement stratégique en action long terme. Voilà, c'est important de le préciser. C'est une société indépendante, en fait, une société de gestion de portefeuille dans... Alors, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais les énergies alternatives, l'industrie décarbonée, l'innovation technologique. Et puis Thomas Byrne est également avec nous. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes ministre irlandais des Affaires européennes. Voilà, ce n'est pas la peine, et de défense, bien sûr. Ça, c'est très important par rapport au thème qui est le nôtre ce soir. Laurence, je te donne donc quelques minutes d'introduction. Et puis, bien sûr, tu auras tout le loisir de participer au débat avant de conclure ce thème, je le disais et je le rappelle, pour le moins d'actualité. C'est à toi. Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous d'être ici et c'est un plaisir que les rencontres d'Aix permettent de revoir des amis qui n'habitent pas tous en France pour débattre avec vous. Je vais faire 3 points rapides. Le premier, nous vivons dans un monde plus dangereux, j'expliquerai comment, dans un monde plus autoritaire et évidemment ça a des conséquences non seulement en termes de dépenses militaires comme on vient de discuter, mais sur la montée en puissance de ce qu'on appelle la sécurité économique. Donc le monde plus dangereux. L'autre jour, j'étais avec mon fils en voiture et il me dit « mais de ton temps aussi, il y avait des guerres ». Et je lui dis « mais de mon temps, non, il n'y avait pas de guerre. Le mur venait de s'effondrer, le mur de Berlin venait de s'effondrer, l'Union soviétique disparaissait. Et nous, j'avais l'air d'une beatnik, on pensait qu'on allait vivre pour toujours dans la sécurité et la paix et la démocratie. En fait, aujourd'hui, on a 130 conflits majeurs dans le monde. 3 nous concernent vraiment directement. D'abord la Russie et son attaque de l'Ukraine qui a mis fin à l'illusion qu'on pouvait avoir d'un ordre européen stable et aussi au fait qu'on pourrait avoir de l'énergie pas chère sans difficulté. Le deuxième, c'est bien sûr Iran et Israël qui fait peser une menace terrible sur le détroit d'Ormuz par lequel passe plus du quart de nos importations et du commerce de pétrole et de gaz liquide. Et enfin, il y a la Chine, qui en fait a le monopole de la production
mondial des semi-conducteurs et qui pourrait avoir envie de récupérer Taïwan. On ne sait pas aujourd'hui le remplacer. Donc le monde d'aujourd'hui économique n'est plus guidé par le marché, mais par la géopolitique. Et comme toutes ces puissances, comme beaucoup de ces puissances, et on en parlait il y a un instant, ont l'arme nucléaire, elles évitent de se taper dessus avec des armes, ce qui aurait des conséquences terribles, mais elles le font de façon hybride ou indirecte, à travers les tarifs douaniers, à travers les restrictions du commerce international qui ont triplé ces 5 dernières années, en filtrant les investissements directs dans les secteurs sensibles. On est passé de moins d'un tiers sur la dernière décennie de filtrage à 80% des pays qui font des contrôles. Et puis, on a vu effectivement non seulement les tarifs américains, les sanctions contre la Russie, mais également le contrôle des exports chinois. Et on en parle beaucoup moins, mais juste après Liberation Day, quand Trump a annoncé ses tarifs douaniers, la Chine, elle, a annoncé des licences pour exporter les terres rares et les aimants, et elle ne fournit ses produits que si l'entreprise qui l'achète s'engage à fournir le détail de la production et des composantes dont il a besoin. C'est une mesure de rétorsion et de contrôle et d'espionnage, de saisie d'informations qui est absolument terrible. Donc, des conflits et du danger. Plus autoritaire, on a cru que l'essor du commerce international permettrait d'aboutir à une convergence de nos systèmes de gouvernance. Force est de constater que ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de régimes démocratiques qu'il y a 30 ans. Si on regarde Economic Intelligence Unit, qui est assez sobre, 24 pays seulement sur 167 dans le monde sont qualifiés de démocratie pleine. C'est vraiment pas beaucoup. Et les régimes autoritaires comme la Russie ou l'Iran représentent plus de 37% des pays. Et je vous passe ceux qui sont en recul notable. Voilà, donc dans ces conditions, évidemment, la sécurité internationale, elle va avoir du mal à passer par le même cadre multilatéral que celui qu'on avait avant, de relations bien organisées et régulées. Donc on va devoir échanger sur 3 points, et je serai très rapide et j'en finirai là. Merci Laurence. Le premier, c'est, puisqu'il y a plus de concurrence et moins de coopération, il faut sécuriser son approvisionnement en énergie. Il faut sécuriser son approvisionnement ou sa technologie, sa capacité à le faire. Nous sommes des retardataires par rapport aux États-Unis. Et il faut protéger notre marché d'investissements qui viseraient à récupérer des données ou de l'information technologique. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir plus de dépenses militaires. On en a parlé et beaucoup des participants vont en parler, donc je m'arrêterai là. Mais comme je le disais, je pense qu'il ne faut pas opposer dépenses de défense et de sécurité au social. Et la troisième chose, c'est qu'il va falloir recréer des alliances en alignant politique étrangère et commerciale, ce que nous n'avons jamais fait, mais que la Chine a fait parfaitement, puisqu'aujourd'hui, un projet d'infrastructure sur 2 à grande échelle en Afrique est financé par la Chine, est construit par une entreprise chinoise et 1 sur 3 financée par une banque chinoise. Il va falloir qu'on apprenne à faire la même chose. Je vous remercie. Merci Laurence pour ce propos introductif d'une concision parfaite. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, nous en attendons tout autant des autres intervenants, encore une fois, pour bien cadrer le débat. Donc, je vais vous donner à chacun 3-4 minutes de propos introductifs, et puis ensuite, nous débattrons. Bastien Guéguéry, je me tourne tout d'abord vers vous. On va se concentrer, en fait, sur le thème de la sécurité et de la défense, avec, on le sait, toujours plus d'armes létales dans les mains de plus en plus d'acteurs, pardon du terme, mais de protagonistes en tout cas dans les différents conflits aujourd'hui, ce qui soulève quand même des tas de questions. Quels enseignements tirez-vous de ces différents conflits dans le monde aujourd'hui? Merci. Tout à fait intéressant, des questions de défense et militaire, donc qui est en ligne avec ce que Laurence vient d'introduire. Plus d'armes dans plus de mains, dans plus d'endroits, cela veut dire que la technologie prolifère, que les dépenses de défense globalement arrivent à des sommets. La Russie, l'année dernière, en termes de parité, a dépensé 460 milliards de dollars, donc ce qui était plus que les associations européennes de l'OTAN la même année. Donc c'est juste pour avoir une idée un petit peu en perspective. En Europe, en 2026, on était
500 milliards de dollars. On a passé le seuil des 500 milliards, donc pour l'OTAN, simplement. Donc alors qu'on vient d'atteindre, de se mettre d'accord sur à nouveau 5% de dépenses par rapport au PIB. Donc c'est-à-dire qu'on va dépasser le trillion de dollars en défense. Donc le point que je veux soulever, c'est que le monde est en train de se réarmer et les gouvernements se modernisent leurs armées. Et dans ce contexte, une partie de cette tendance, c'est un intérêt renouvelé ou un intérêt renforcé dans les technologies nouvelles ou émergentes pour augmenter l'efficacité, mais également l'efficience des forces armées. L'intelligence artificielle a été mentionnée. Les systèmes non pilotés ou non par des humains sont également discutés. Et donc, à l'heure actuelle, il est intéressant de voir qu'à peu près 80% sur les 80% des pertes des troupes russes viennent de systèmes sans pilote. Donc l'Ukraine se bat comme ça, la Russie va changer, mais certainement c'est une bonne idée peut-être pour l'OTAN d'essayer d'intégrer ces systèmes et bien sûr l'Union européenne et ces technologies à la même vitesse et à la même échelle. Et lorsque l'on examine les conflits armés actuellement, on voit que l'économie de la guerre a changé. On voit que les gens utilisent des modes d'attaque plus bon marché pour se défendre contre des éléments sophistiqués et coûteux, et à long terme, ce n'est pas viable. L'Europe doit investir dans ses capacités à créer une masse d'équipements qui peut être utilisée à des rythmes voulus, et donc ces plateformes seront importantes pour le futur des combats. Et c'est un domaine où nous avons également une forte dépendance sur les États-Unis à l'heure actuelle, envers les États-Unis. Simplement pour ma introduction, je vais terminer sur ce point, tout simplement parce que l'administration américaine a dit clairement qu'elle ne veut pas des alliés dépendants, elle veut des alliés empouvoiré, si j'ose ce mauvais néologisme. Donc on doit dépenser plus de temps pour choisir un meilleur degré d'autonomie de défense dans ce domaine. Et du fait que la menace envers l'Europe augmente, que l'engagement américain se réduit, il faut réfléchir aux dépendances qui nous conviennent et bien sûr qui sont toujours acceptables. Et on doit discuter entre nous en tant qu'Européens pour voir ce que l'on peut faire pour réduire cela. Et je vais terminer là. Merci. Je me tourne maintenant vers Joshua Jokela. Alors notre monde, on le voit, est en pleine recomposition. C'est le moins que l'on puisse dire, de la concurrence à, on va dire, la rivalité stratégique. Si on regarde un peu l'impact à long terme, est-ce que ce n'est pas aussi finalement l'évolution du pouvoir économique qui va être induit par cette recomposition, par défense, sécurité, automatiquement moyens financiers? On l'a vu récemment avec les exigences du président américain sur la contribution de chaque pays à l'OTAN, le fameux 5% du produit intérieur brut. Donc l'économie est derrière tout cela finalement. Merci. Merci, un plaisir d'être ici dans le sud de la France. Donc, salutations d'Helsinki, où il fait meilleur en fait. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour garder mon esprit focalisé sur la discussion. L'économie, bien sûr, est importante. Et je pense que c'est quelque chose qui amène à la question du monde où on voit de plus en plus de compétitions stratégiques entre les grandes puissances. Non seulement les grandes puissances, mais également des puissances moyennes ou régionales qui s'impliquent dans cette espèce de mécanisme de compétition. Et si on lit ceci avec la session aujourd'hui vers une nouvelle architecture de la sécurité, ou peut-être l'absence d'une telle architecture, je pense que véritablement ceci reflète un développement à long terme. Donc si on se développe une situation économique à long terme, et donc du point de vue militaire et économique, je pense qu'on a entendu ici, dans ce forum hier, je crois, et aujourd'hui, dans beaucoup des discussions, on a entendu la manière dont l'ordre multilatéral mondial et l'architecture multilatérale mondiale a été mise en défaut. Et donc on parle de l'institution de gouvernance économique et des questions de santé également, et bien sûr la gouvernance du climat ou de l'écologie est un point où il y a une forte compétition. Des points où il y a une forte compétition. Mais ce qui est nouveau actuellement, me semble-t-il,
depuis à peu près une heure, et depuis un an, excusez-moi, et depuis les premières années de cette année, c'est cette contestation qui s'élargit au-delà des questions de représentation et de puissance du monde ou des normes occidentales. La contestation et cette compétition doit et bien sûr se faire sur la base de l'ordre de sécurité ou de l'architecture de l'ordre mondial, donc qui est le principe qui repose sur lesquels repose l'intégrité territoriale, la souveraineté et bien sûr que la maîtrise des forces. En ce qui concerne l'architecture de la sécurité mondiale, et malgré ses manquements actuels qui sont bien documentés, bien renseignés, ces normes en fait forment une espèce de base de l'ordre de la sécurité mondiale post-Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est sur lesquels, reposant sur la Charte des Nations Unies, comme vous le savez. Et maintenant, lorsqu'on a l'agression russe, on a la présence chinoise et la posture américaine et l'administration actuelle du président Trump, ceci est en fait reflète d'une certaine façon le recours à des relations de pouvoir par des acteurs dominants qui veulent renforcer leur influence et bien sûr être plus contraignants au point de vue militaire et économique. Dans ce contexte de mouvement vers des motivations pour créer un nouvel ordre ou réformer l'ancien ordre, je pense que là on a véritablement le point central de la discussion actuelle. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci de la nécessaire construction et conception en tout cas d'une nouvelle architecture mondiale, une architecture de sécurité, mais aussi économique, numérique, parce qu'on sait les ravages des cyberattaques, il y a les fuites technologiques, etc. etc. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Alors le G7 a déjà travaillé sur la question, notamment dans la perspective de la présidence française, puisque la France s'apprête à prendre la présidence du G7. Quelle est votre analyse à l'aune de cette future présidence ? Merci pour votre invitation. Et oui, je pense que je voudrais attirer l'attention sur la sécurité économique et ce que nous pouvons faire sur la base de l'architecture du G7 traditionnel et basée sur le travail qui a déjà été fait et qui est en cohérence avec ce que, me semble-t-il, l'administration Trump voudrait faire. Et sachant que France va être la présidence du G7, j'encouragerais certainement de capitaliser sur le travail qui a été fait notamment par le Japon, où ils se sont concentrés sur la résilience, une résilience partagée, une coopération particulièrement pour contrer les actions de dumping de la Chine, les cyberattaques, bien sûr, sur les infrastructures critiques qui, bien sûr, endommagent nos infrastructures et également les fuites technologiques, les espions technologiques. On a un certain nombre de très hauts niveaux technologiques qui ont toujours des éléments et on doit devoir travailler et collaborer pour les protéger. Donc la première chose, c'est que la résilience économique dont le Japon a parlé, c'est qu'il faut avoir quelque chose qui va quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, absolument. Il faut être cohérent, il faut être efficace, multilatéralisme est soumis à des pressions. Le président Trump a perdu la confiance de beaucoup de ses partenaires et nous sommes à une époque où les divisions entre l'économie, la sécurité nationale, les technologies, véritablement, tout ceci était un petit peu déçu. Donc on est dans un environnement complètement différent. Les flux de capitaux, les investissements ne sont plus simplement des éléments de croissance, ce sont également des moteurs d'interférence stratégique et de vulnérabilité géopolitique. Ceci bien sûr a piloté beaucoup de changements géostratégiques. Le Japon et les États-Unis ont défini leur propre plan stratégique pour leur sécurité intérieure. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls, ce n'est pas possible, on le sait. Donc où est-ce qu'on commence? Je pense que les éléments de marché qui viennent de Chine sont souvent à la base de nos problèmes. On a des problèmes avec les chaînes logistiques à une échelle qui n'a jamais existé,
qui pilotait les exports de la Chine et qui inonde le monde avec les exportations et qui, bien sûr, écrase les autres pays. C'est une question bien sûr, inonder les marchés de produits chinois va être un défi auquel il va falloir répondre ensemble. Ensuite, lorsque l'on a des réactions aux droits de douane, par exemple, bien sûr, les exportations, donc bien sûr, et particulièrement, les produits venant de Chine sont cibles à la Chine. Par exemple, je voulais acheter du cognac de France pour tous mes amis, jusque j'ai appris aujourd'hui que la Chine ne va pas imposer finalement les tarifs, les droits de douane qu'il comptait imposer. Donc, et encore une fois, sur les infrastructures critiques, vous savez, aux États-Unis, les États-Unis ont découvert qu'ils travaillent. Ils ont des intrusions sur toutes les infrastructures cyber aux États-Unis, réseau électrique, assainissement, eau, pétrole, tout. Donc, bien sûr, maintenant, vous savez, donc les grues, par exemple, les grues de containers des ports maintenant dépendent de Chine. Et on voit qu'il y a eu des attaques cyber sur les manutentions portuaires dans les villes aux États-Unis. Donc vous voyez, we'll get back. Venir sur ces différents points. Merci Heidi Crébo-Rediker. Alors Nicolas Dubourg, là je me tourne vers l'investisseur. Vous allez nous apporter le regard d'investisseur de long terme sur le financement donc de la défense, de notre autonomie, de la sécurité stratégique, avec cette dualité qui permet finalement de redéployer, de redévelopper notre industrie, en l'occurrence l'industrie de la défense. Donc ce n'est pas de la destruction créatrice, mais là on est dans l'investissement au vrai sens du terme. Exactement. Merci pour ce temps de parole. Donc je voulais parler autour de cette session sur le retour de la dualité et comment effectivement elle peut nous aider à redévelopper l'industrie, une forme de technologie et au passage nous aider dans notre souveraineté, enfin notre autonomie et notre sécurité stratégique. Je le ferai autour de 3 constats très simples. Le premier, c'est que les besoins d'investissement dans le secteur de la défense sont très importants. Je pense qu'ils sont sous-estimés aujourd'hui quand on regarde l'ampleur des endroits où il faut se positionner. Le premier, c'est qu'il faut massifier aujourd'hui notre industrie. Il y a 2 sujets clés, c'est les capacités productives, il faut les augmenter. Les carnets de commandes sont 2 fois ou 3 fois plus importants aujourd'hui que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Les stocks sont super bas. Quand vous regardez sur les 30 dernières années par rapport à la fin de la guerre froide, sur des éléments clés, on est à moins 80, moins 90% de stock. Donc remonter donc en cadence, ça demande énormément d'investissement et de capital. Deuxième point, on en a parlé, il y a des technologies nouvelles qu'il faut intégrer. On n'a pas le choix. Il y a les drones, il y a tout ce qui est brouillage, c'est devenu crucial sur le champ de bataille. Donc c'est des sujets très technologiques sur lesquels il faut investir. Et le troisième point qui est encore pas complètement couvert, mais sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, c'est les menaces futures. Donc c'est la haute altitude, la militarisation de l'espace, le quantique, le ministre en a parlé avant. C'est des sujets sur lesquels on doit être présent et pas se laisser distancier. Le deuxième constat, c'est que l'investissement privé doit prendre sa part à un moment donné. Les États ne peuvent pas tout supporter. Et d'ailleurs, c'est un terrain d'investissement qui est probablement attractif puisqu'il est en croissance à partir du moment où un certain nombre de choses sont prises en considération. Donc c'est un segment très particulier. Le poids de la souveraineté est évidemment très fort. C'est un marché qui est très structuré autour de très grands donneurs d'ordre qui prennent les commandes et après les cascadent sur une chaîne de valeur très alignée donc avec eux. Il y a eu dans le temps, pour des raisons ESG ou diverses, une perte de discussion entre les acteurs financiers, les acteurs entreprises et les États sur ces questions-là, donc il faut renouer le dialogue. Donc ça, c'est des points sur lesquels il faut travailler, et on pourra y revenir après, pour libérer cet investissement privé dans ce segment. Et dernier point, c'est cette dualité. Et cette dualité, en fait, on l'a connue dans les années 60. C'est celle qui a permis à la France de construire des filières très fortes. C'est le triptyque nucléaire, spatial, militaire. Vous retrouvez aujourd'hui de très grands groupes français ou européens qui ont profité de ces investissements, de ces élans, et tout ça a profité à la société civile. C'est-à-dire que ces industries duales, elles ont apporté des innovations majeures ou des équipements aujourd'hui que l'on utilise
tous les jours, les avions, les centrales nucléaires et les communications par satellite, par exemple. Donc ce n'est pas un retour en arrière, bien au contraire, c'est un réalignement stratégique, un repositionnement stratégique pour notre autonomie et notre sécurité stratégique. Merci beaucoup Nicolas Dubourg. Alors on va revenir sur effectivement les dualités, puis sur les différents secteurs qui participent de cette dynamique. Alors Thomas Byrne, donc ministre irlandais des Affaires européennes et de la Défense, très important à signaler. Je voudrais revenir avec vous sur la question de neutralité, parce que l'Irlande est d'une neutralité quand même, je ne sais pas si on peut dire parfaite, mais en tout cas évidente dans cette affaire. Elle pose plein de questions, cette neutralité, parce qu'on est quand même à l'heure du renforcement des moyens de défense au niveau mondial. Donc l'Irlande doit participer à cet effort également. Quelle est votre analyse? 3 petites minutes et après on débat. Yes, Oui, absolument. Aujourd'hui, en particulièrement avec Laurence. Laurence était mon homologue comme ministère en 2022, je pense. Look, I mean, Ireland is a... Bien évidemment, l'Irlande est un pays neutre, mais notre neutralité est définie par notre non-adhésion à l'OTAN. C'est cela que veut dire notre neutralité. Et nous sommes concentrés sur la sécurité de notre pays. Nous travaillons avec nos partenaires européens pour assurer le développement d'une sécurité européenne. Notre politique se fonde sur un pragmatisme fondé sur les principes. En Irlande, nous avons eu une augmentation de 22% des dépenses de la défense. Et nous sommes confrontés aux mêmes défis. Nous savons que nous dépensons trop peu, mais nous devons faire davantage et nous faisons plus. Nous avons annoncé un nouveau contrat pour la fourniture des technologies sonar en mer, marché signé avec Thales, entreprise française. Nous avons les besoins de militaires modernes. Il y a un marché public pour des technologies radar qui fait l'objet d'un appel d'offres en ce moment. Nous partons de loin, mais nous assurons les capacités militaires dont nous avons besoin. Pour ce qui se passe au niveau européen, nous voulons être un partenaire constructif. Nous voulons nous assurer que les pays européens puissent s'équiper. La défense est une capacité nationale, une compétence nationale, mais il y a besoin de plus de coopération. Nous n'allons pas nous opposer à cela. Nous allons assumer la présidence du Conseil européen l'année prochaine et une Europe sécurisée va être un focus clé. Nos dépenses pour la défense vont augmenter encore davantage dans les années à venir et un défi évoqué par Nicolas concerne la production et les achats. Ce sont de réels défis, même si nous avions un budget limité, nous ne pourrions pas tout dépenser dans l'immédiat. Mais nous avons un programme pour essayer de mettre à niveau nos forces militaires et pour collaborer avec nos collègues européens dans toutes les sphères nécessaires pour assurer une interopérabilité. C'est une question qui est importante pour chacun de nous. Tout cela va se traduire dans les actes. Bastian Guéguerich, je reviens vers vous. Présenté, on peut le dire, comme affaibli par la guerre avec l'Ukraine, est-ce que la Russie est toujours une menace militaire pour l'Europe aujourd'hui? Beaucoup se posent la question, c'est un sujet polémique. Je pense que la réponse est oui. Dans le domaine hybride qui a déjà été évoqué, la Russie est déjà en guerre contre l'Europe, c'est très clair. La Russie se perçoit comme étant en guerre avec l'Europe dans ce domaine. Je pense qu'il faut parler de la nécessaire sensibilisation face aux vulnérabilités, aux menaces et aux défis qui se posent à nos infrastructures critiques, qui se posent au secteur privé aussi de notre société. Mais d'un point de vue militaire, la Russie est encore une menace. La Russie produit davantage d'équipements militaires que ce qu'elle utilise, ce qu'elle consomme dans les efforts militaires en Ukraine. La Russie augmente ses structures de force en termes de nombre de personnel et notre évaluation dit que si la guerre s'arrêtait en Ukraine, il faudrait à la Russie 2 ans seulement pour reconstituer ses forces militaires, 5 à 7 ans pour pouvoir
créer une structure de force encore plus importante. Les capacités restent présentes. Il y a des aspects des forces armées russes qui n'ont pas beaucoup souffert de cette guerre en Ukraine. Donc je dirais que la Russie est affaiblie. La Russie est en guerre avec nous dans le domaine hybride, mais peut-être bientôt dans le domaine militaire aussi. Iker, à l'aune de ce que vient de dire l'intervenant précédent, quel est le rôle, on parlait tout à l'heure du G7, quid du rôle et des marges de manœuvre en fait, du G7 face à la présidence de Donald Trump dans ce contexte géopolitique très tendu aujourd'hui? Je pense que c'est une très bonne question. Mais je pense qu'il y a une question importante qui n'a pas encore été posée aujourd'hui, une question qui concerne la défense, c'est qu'on a un niveau d'innovation extrêmement important qui sort de l'Ukraine en ce qui concerne l'IA, l'autonomie, la guerre électronique avec des coûts de production très faibles. Vous avez une base industrielle de la défense en Ukraine qui a fourni 13% des capacités de l'Union soviétique en fusées et en chars. Et si on envisage un avenir où l'Ukraine ferait partie de l'Union européenne, ne pas intégrer cette base industrielle, ne pas financer cette base industrielle ukrainienne est une folie absolue. Et je vous encourage à examiner de près les innovations qui se créent aujourd'hui en Europe, en Ukraine, pour qu'ils se défendent, parce que c'est exactement ce dont a besoin l'Europe. C'est à très bas coût, avec une technologie, un niveau technologique très important. Les ingénieurs là-bas sont très doués, ils veulent s'intégrer à l'Europe, il faut en profiter. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce que vient de dire Heidi. Je pense qu'en regard de ce que l'Ukraine est en train de produire et de sa capacité à se battre, il vaut mieux les avoir de notre côté que de l'autre côté. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que disait Bastien, parce qu'on parle beaucoup, on a du mal à convaincre parfois nos concitoyens que la Russie est une vraie menace, puisqu'elle pensait dévorer l'Ukraine en 3 semaines et que 3 ans plus tard, elle n'en a pris que 20% de son territoire. Et du coup, insister sur le fait de construire de plus en plus de défense, comme le disaient Joa et Nicolas, est un peu difficile. Et sur l'élargissement, c'est une des nombreuses discussions que nous avons eues avec Thomas, donc je vais le laisser parler de ça. Alors, Thomas et puis ensuite Bastien qui souhaitait réagir également. Un propos par rapport à ce que vous venez d'entendre de la part de Laurence et de Heidi? Yeah, but just in relation to what... En lien avec ce qu'a dit Heidi, je pense qu'il est important de protéger l'avenir de l'Ukraine au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne. De manière géographique, l'Ukraine est européenne, mais politiquement, il faut qu'elle intègre aussi l'Union européenne. Pour les mêmes raisons qu'évoque Laurence, c'est essentiel pour nous, pour notre sécurité. Assurer l'avenir européen de l'Ukraine, l'avenir démocratique est protégé. Ça nécessite qu'ils se combattent sur le champ de bataille. Ça, c'est nécessaire. Mais de notre côté, il faut protéger l'avenir de l'Ukraine en tant que membre de l'Union européenne. Pour différentes raisons, des raisons morales, des raisons démocratiques, mais on peut des raisons sécuritaires aussi. Bastien. Oui, également, je voulais réagir à un ou deux éléments qui ont déjà été évoqués. En ce qui concerne le potentiel d'innovation de l'Ukraine, je suis entièrement d'accord. La rapidité de développement est très importante. On parlait des actualisations des capacités de défense sur une échelle de 6 ans. Et les technologistes nous disaient qu'il faut qu'on réduise cela à 6 mois. Les Ukrainiens ont fait baisser cette rapidité à 6 semaines. Ils innovent tous les jours, tous les 10 jours, tous les jours même. Et cette rapidité est quelque chose que nous ne sommes pas capables de reproduire au sein de nos écosystèmes. Il faut réfléchir à cela. Mais je dirais qu'il n'est pas si difficile que ça à convaincre notre population des besoins d'investissement en défense. Je pense que le débat a avancé. J'aimerais bien que nos politiques puissent faire plus confiance à l'électorat pour expliquer les menaces et comment nous allons y faire face. Pour réagir à ce qu'a dit Nicolas, si nous trouvons un nouvel équilibre entre les investissements publics et
privée pour financer ces innovations et ces capacités futures, je pense qu'on aura trouvé la bonne voie. Et d'un point de vue économique, je dirais de surcroît que cela crée de la valeur pour l'économie dans son ensemble et pas simplement pour les capacités de la défense. Joha, do you want to respond to that? Oui, très rapidement. La difficulté, c'est l'environnement en évolution rapide dans lequel ces développements ont lieu. Si on regarde un peu long terme, de nouveaux plans sont esquissés et il y a une proposition de l'Union européenne qui s'appelle Rearm Europe avec un financement de 150 milliards d'euros. Le mécanisme SAFE, l'aspiration est d'intégrer l'Ukraine à des projets de défense internationaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe, des accords bilatéraux, multilatéraux entre les États membres, différentes manières qu'on peut trouver pour financer les investissements en matière de défense. Mais si on dézoome un tout petit peu et on regarde l'Europe, cela veut dire également que l'Europe se focalise sur l'Europe et sur l'Ukraine. Mais la question se pose maintenant de savoir si l'Union européenne l'Europe peut émerger en tant que défenseur de l'ordre international fondé sur les règles en termes de sécurité. Quand on réfléchit à des partenaires de défense, des partenaires sécuritaires, on peut se poser la question aussi. Donc je pense qu'on peut se concentrer sur cet agenda, mais c'est difficile parce que nous avons un focus sur l'Europe. La question des minerais, là je me tourne vers vous, Heidi Krebor-Ediker. En quoi la question des minerais critiques est-elle aujourd'hui prépondérante dans le contexte géopolitique? On n'est pas uniquement là, on quitte le domaine économique et industriel, même si avec les minerais on crée des puces, on crée des composants électroniques qui alimentent l'industrie. La question des minerais, c'est fondamental aujourd'hui. Heidi? Yes. Oui, tout à fait. Et c'est là où le G7 a fait une proposition lors de la dernière réunion au Canada. Il y a le plan d'action pour les minéraux critiques. Nous sommes tous dans un même bateau face à ces efforts de coercition et face au manque d'investissement, le défaut d'investissement chez nous en ce qui concerne les minéraux et les capacités de raffinage, notamment les terres rares, les minéraux qui sont bloqués par la Chine via son nouveau mécanisme d'exportation. Il ne s'agit pas de parler uniquement des puces, ce sont également les voitures. On a besoin d'aimants dans différents secteurs, le secteur de la défense aussi, et d'autant plus aux États-Unis. D'actualité. Alors, Nicolas Dubourg, on est parti de la défense, l'économie, les minerais, et puis vous parliez tout à l'heure de dualité forte. Est-ce qu'on peut citer d'autres exemples que ceux qui viennent de l'être? Oui, on peut parler du spatial, notamment, qui est un domaine très dual par nature, puisque le spatial, ça sert aux communications. Vous pouvez regarder la télé grâce à des satellites, vous pouvez communiquer grâce à des satellites, et vous avez aussi un pendant souveraineté et donc militaire, puisque ça permet de faire des observations et de repérer ce qui se passe sur la planète. Ça a même des applications dans la recherche, dans le climat, donc c'est toute une industrie qui fonctionne de manière très largement sur les deux pieds. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que ça permet, en fonction des cycles économiques, de pouvoir se positionner et de traverser ces cycles. Aujourd'hui, il y a eu un réveil fort de l'Europe qui avait été un petit peu anticipé avec le projet Iris Carré de la Commission européenne qui avait été lancé il y a quelques années et qui devrait voir le jour début des années 2030. C'est un projet à plus de 10,5 milliards d'investissements public-privé qui va doter l'Europe d'une constellation basse orbite, donc faire la course à Starlink, très clairement. Donc ça, c'est très important d'avoir un outil dans ce cadre-là européen qui permet, pour les besoins militaires et pour les besoins civils, de ne pas dépendre de cette entreprise. Une petite précision sur cette entreprise ne garantit aucune sécurité à ses utilisateurs et ne garantit il n'y a aucune garantie de service. C'est-à-dire qu'elle peut vous couper le service du jour au lendemain. Donc si vous en avez besoin pour des besoins militaires, ça ne marche pas.
même pour des besoins civils ou pour des besoins de sécurité, je ne pense pas que ça marche. Donc l'Europe va investir, c'est un sujet crucial. La France est leader dans le domaine avec toute une filière industrielle qui est là. Et donc le soutien est là et l'Europe est associée. Et c'est très important d'ailleurs dans beaucoup de ces sujets-là de raisonner à l'échelle européenne. Alors justement, vous me tendez une perche pour interroger Jokala sur ce point. Concernant les normes dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que je dirais l'Europe peut défendre et promouvoir un ordre basé sur des règles? Parce qu'on voit que la contestation, elle est partout aujourd'hui. On la voit en France sur le plan politique, on le voit à l'Assemblée nationale, on le voit sur la scène internationale. Est-ce qu'on peut bâtir tout ça sur des règles fiables au niveau européen? Il s'agit d'une question clé pour l'Europe et notamment pour l'Union européenne. Et bien évidemment, on a une approche un peu traditionnelle avec l'approche du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si on prend l'approche du verre à moitié plein, on voit dans ce contexte de compétition stratégique qu'il y a un certain nombre de pays, un certain nombre d'entreprises privées qui adhèrent à cet ordre fondé sur les règles. Et l'Europe a la possibilité de nouer des partenariats avec les pays occidentaux et les États-Unis. Où sont les États-Unis si nécessaire? Mais si on regarde le verre à moitié vide, comme je l'ai déjà dit, depuis 15 ans, l'Europe a du mal à gérer ces crises internes qui sont existentielles, qui sont originaires peut-être d'un environnement externe, la crise de l'euro, la crise des migrations, et cela a recentré le focus de l'Europe dite globale pour se concentrer sur l'Europe en elle-même. Et c'est pour cela que c'est difficile de trouver une stratégie politique et un plan d'action. Et à côté de cela, l'Europe doit se poser la question de la politique des affaires étrangères. À tout moment, il y a toujours cette accusation de mesure dans le monde. C'est toujours un problème si on veut prôner des normes internationales, si on ne peut pas répondre à ces accusations. Parce que ce n'est pas ça, mais Thomas Byrne, on voit que l'Irlande n'est pas si neutre que ça, puisque vous souhaitez intervenir dans le débat. Vous souhaitiez réagir peut-être à ce que disait Juha? Yeah, just on the issue of the rules. Oui, concernant l'ordre international fondé sur les règles, du point de vue de l'Irlande, c'est un élément vital, essentiel de notre perception de nous-mêmes en tant que pays. Il faut continuer d'expliquer à nos citoyens que l'ordre fondé sur les règles est critique pour nous, critique pour notre succès, notre progrès économique. Et je pense que c'est la même chose pour tous les pays de l'Union européenne. Il faut continuer d'expliquer cela. Il existe certes des défis. Les forces de maintien de la paix ont servi dans les missions des Nations Unies à côté des forces françaises. Mais nous avons aujourd'hui une exigence. Le Conseil de sécurité doit autoriser la présence irlandaise à l'extérieur pour des missions de maintien de la paix. Parce que la Russie a un veto, la Chine a un veto, ça pose problème. Maintenant, nous allons supprimer cette exigence d'avoir l'autorisation du Conseil de sécurité. C'est le reflet d'un monde qui évolue, mais c'est un signal de notre désir d'agir de manière autonome, en accord avec l'ordre international fondé sur les règles et en accord avec des valeurs de paix et de protection des démocraties, mais c'est un défi pour chacun de nous. Question que la manière de répondre à la salle sera aussi peut-être l'occasion de poursuivre le débat, mais très rapidement, est-ce qu'on voit aujourd'hui un Trump très isolationniste et protectionniste? Est-ce que le multilatéralisme peut être vraiment une solution aux problèmes actuels et aux différents points que vous veniez d'évoquer? Très rapidement, Heidi Krebor-Edika. Oui, je pense que le multilatéralisme est essentiel. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité en Europe, une opportunité pour que l'Europe se regarde elle-même de manière non pas à conduire à la fragmentation, mais de manière à pouvoir prendre les décisions qui sont difficiles, mais les difficiles qu'on évoque depuis longtemps. Avancer dans le domaine
commercial. Rejoignez le TPIP avec l'Asie comme le Royaume-Uni. Signer l'accord avec le Mercosur, signer un accord commercial avec l'Inde, créer une protection, une couverture améliorée pour vous-même en investissant en Europe, mais également à côté de nouveaux partenaires internationaux qui sont alignés sur vos valeurs. Ce n'est pas un choix binaire entre les États-Unis et la Chine. Il y a d'autres pays du monde qui ont un PIB combiné qui serait très puissant si vous allez à la recherche de ces accords. Du G7 pourra proposer des solutions. Chose promise, chose due, vous avez la parole, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes. Je vais vous demander d'être très concis. Vous avez ici un panel très intéressant, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de retrouver dans d'autres circonstances dont c'est l'occasion d'échanger. Je vous demanderai simplement déjà de vous manifester, on va vous apporter un micro et vous vous présentez rapidement, vous posez une question, ne racontez pas d'histoire, pardon d'être assez militaire là-dessus, mais c'est très important pour qu'on puisse échanger au maximum. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, intervenir? Si ce n'est pas le cas, moi j'en ai plein d'autres questions, hein, donc ce n'est pas un sujet, mais on voulait vous donner la parole. C'est aussi les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, chaque année, l'occasion d'échanger. Alors, monsieur, on va vous apporter un micro, peut-être, une personne. Bon, alors je vais vous donner le mien, ce sera peut-être plus simple. Alors, attendez. Monsieur, merci. Merci. Philippe Herrera du groupe Safran. Ma question est pour Heidi. You mentioned, Vous avez parlé des défis auxquels nous sommes confrontés depuis la Chine. Pendant la présidence française de l'Union européenne, nous avons développé les mesures anti-coercition qui permettraient de protéger l'Union européenne et nos partenaires face à la coercition chinoise. Cela a été déclenché par des actions menées contre la Lituanie. Il y a un débat à Bruxelles concernant l'utilisation de ces mesures face aux États-Unis. C'est un débat interne au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas un débat qu'on peut mener au sein de G7. La question que je pose, c'est donc les règles anti-coercition et les instruments de sécurité économique. Pouvons-nous en parler au sein du G7? Il y aura une vie après Trump, mais les États-Unis ne seront jamais perçus comme avant. Excellent point, because it requires trust of trusted partners to actually make economic security work. However, I will point to one point of hope which came out of Canada, which is that the U.S. did join in with the rest of the G7 in critical minerals security, and it actually went far beyond what I was expecting to non-market practices, ways to support private industry, ways to tackle technology investment, to leapfrog some of the challenges in the critical minerals challenge that we all share. The anti-coercion instrument against the European Union, I will not offer advice there, but I will say that we're in a completely different world, and we're doing a massive experiment in the United States right now. We'll see where we land, whether it's in trade, it's on economic security and national security. So I do think that it is a good calling moment for Europe, again, to invest in itself and look for other partners. And I would use the G7 as a base. Thomas Bjorn. Just very briefly, whoever is in power. Thomas Bjorn, qui que soient les partis au pouvoir aux États-Unis, c'est Trump aujourd'hui, les démocrates vont revenir. Les dépendances qu'on a d'un côté et de l'autre sont réelles. Nous avons des entreprises françaises qui fournissent des pièces aux véhicules américains et sans ces pièces, la chaîne d'approvisionnement des véhicules s'effondrerait. On a des sociétés qui sont essentielles pour le marché européen et le marché américain. Ces dépendances sont réelles. La chaîne d'approvisionnement des pharmaceutiques américaines ne pouvait pas exister sans les produits européens. La chaîne d'approvisionnement des véhicules ne survivraient pas. Il faut que ces questions soient présentes pour les deux parties, pour ceux qui parlent du commerce entre l'Union européenne et l'Europe. Conclusion et la synthèse de ce débat. Je me tourne vers vous, Nicolas Dubourg, une dernière fois, pour revenir sur la question de l'investissement, puisque c'est votre parti, je dirais, c'est votre ADN concernant les investissements dont nous avons parlé tout à l'heure. Quels sont
je dirais, à vos yeux, les principales conditions pour créer cet élan autour du financement de la défense et que tout ça se transforme en succès finalement? Parce qu'on voit qu'il y a une grande opposition, même de certains partis politiques, généralement marqués plutôt du côté de l'extrême gauche, donc qui ont quand même un poids dans le débat politique à la fois national et international. Comment créer cet élan en faveur de l'investissement et dire finalement c'est nécessaire, c'est pas si destructeur que ça? Ouais. Alors, donc il y a plusieurs conditions, évidemment. Beaucoup. Des nations et des citoyens à ces projets réellement, parce que ça permet faire de la pédagogie, vous voulez dire? Faire de la pédagogie, et puis c'est une façon de libérer l'épargne là où elle est pour l'amener vers des produits financiers qui seront utiles. Après, il y a une question, c'est un marché très structuré, c'est un marché très planifié, l'industrie de défense, avec des contrats, avec des engagements longs. Donc là, il faut avoir, pour nous, financiers, la meilleure visibilité possible et comprendre exactement sur quel programme ça va se faire, quels sont les enjeux. Le champ d'investissement pour nous est très très large, on l'a vu, il peut être très industriel, avec des industriels assez classiques finalement du secteur, il peut être très technologique et il peut être très nouvelle technologie sur lesquelles il faut travailler et là prendre des risques. Donc on peut retrouver de la cybersécurité, l'AI, donc c'est très très large. Donc c'est un marché pour nous qui est extrêmement intéressant, sans être opportuniste bien sûr, parce que c'est pas le sujet ici, mais c'est un marché très intéressant. Après, il y a des conditions fondamentales, je les ai un peu évoquées tout à l'heure. C'est quand on est investisseur, il faut pouvoir vendre à un moment donné. La vente d'un actif qui est lié à de la défense, il y a des contraintes imposées par les États. Il y a des conditions d'export aussi liées à ces métiers qui sont particulières, qui peuvent évoluer. Donc ça, c'est des points très forts. Et puis, il faut pouvoir consolider aussi, probablement, certains acteurs à droite et à gauche. Et donc, il faut connaître les règles de consolidation. Donc, voilà, on travaille, je pense que l'industrie travaille. Il faut créer un véritable écosystème financier et, si possible, à l'échelle européenne pour que tout ça se passe le mieux possible après. Mais le message est lancé. Merci beaucoup à vous tous et tous. Alors, Laurence, le mot de la fin, enfin, je dirais même le mot plus large, c'est une ouverture maintenant qu'il faut. On voit qu'il reste beaucoup de travail. D'abord, merci à tous et à toutes, c'était extrêmement intéressant. Il y a un point sur lequel on est clair et probablement un autre sur lequel on est beaucoup moins clair. Le point sur lequel on est clair, c'est la Russie, je crois, et le besoin de réarmement. C'est là-dessus que s'est concentrée le plus la discussion. Et c'est là aussi où on a le plus d'avancées concrètes, puisqu'on a des financiers, on a des industries, et on a presque des commandes, en tous les cas des intentions de commande. Là où on est aussi clair sur ce qu'on veut, des drones, du spatial, du quantique, de l'intelligence artificielle, c'est là où on doit faire des progrès. Là où on n'est pas très clair, et je pense que à la fois la discussion, et Heidi a mis le point dessus, c'est peut-être sur les menaces chinoises, qui contrôlent beaucoup des matériaux et des composantes qui rentrent dans tout ce dont on a discuté, que ce soit l'énergie, que ce soit les matériaux de défense, que ce soit les puces électroniques, et sur lesquels, en fait, les relations avec les US étant peu claires, on a du mal à s'aligner en G7 pour en fait se prémunir et passer des accords sectoriels avec des pays qui seraient capables de le faire. À ce sujet, par exemple, les États-Unis ont passé un accord avec l'Inde pour que l'Inde leur fournisse des puces électroniques, celles que vous trouvez dans vos voitures, vos machines à laver, en grande quantité. Parce que ça, les Indiens savent très bien le faire et que ça n'est pas à Taipei et ça contribue à se séparer de l'indépendance, de notre dépendance à Taipei. Et je crois que la question très concrète qu'Heidi a posée, c'est est-ce qu'on est prêt à faire la même chose? Et je dis qu'on n'est pas clair parce que quand les Américains font des Inflation Reduction Act ou des menaces avec les tarifs, forcément, un petit peu de réticence s'installe. Merci beaucoup. Merci à vous, on peut les applaudir parce que vraiment le discours était très complet. Merci, merci infiniment. Merci à vous toutes et tous. La journée s'achève, mais se poursuit quand même demain, bien sûr. Et puis, je dis bye-bye à celles et ceux qui sont derrière leur écran, chez eux, partout dans le monde. Ce sont les 25e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Continuez à suivre ce soir et bien sûr demain pour la toute dernière journée. Merci à vous toutes et tous.